Chapitre 4. Décembre me trouvait toujours à Tindican. Décembre, c'est la saison sèche, la belle saison, et c'est la moisson du riz. Chaque année, j'étais invité à cette moisson, qui est une grande et joyeuse fête, et j'attendais impatiemment que mon jeune oncle vînt me chercher. La fête évidemment ne tombait pas à date fixe, elle dépendait de la maturité du riz, et celle-ci à son tour dépendait du ciel, de la bonne volonté du ciel. Peut-être dépendait-elle plus encore de la volonté des génies du sol, qu'on ne pouvait se passer de consulter. La réponse était-elle favorable? Il ne restait plus, la veille de la moisson, qu'à demander à ces mêmes génies un ciel serein et leur bienveillance pour les moissonneurs exposés aux morsures des serpents. Le jour venu, à la pointe de l'aube, chaque chef de famille partait couper la première javelle dans son champ. Sitôt ces prémices recueillies, le tam-tam donnait le signal de la moisson. Tel était l'usage. Quant à dire pourquoi on en usait ainsi, pourquoi le signal n'était donné qu'après qu'une javelle eût été prélevée sur chaque champ, je n'aurais pu le dire à l'époque, je savais seulement que c'était l'usage et je ne cherchais pas plus loin. Cet usage, comme tous nos usages, devait avoir sa raison qu'on eut facilement découverte chez les anciens du village, au profond du cœur et de la mémoire des anciens, mais je n'avais pas l'âge alors ni la curiosité d'interroger les vieillards, et quand enfin j'ai atteint cet âge, je n'étais plus en Afrique. J'incline à croire aujourd'hui que ces premières javelles retiraient au champ leur inviolabilité, pourtant je n'ai pas souvenir que ces prémices connussent une destination particulière, je n'ai pas le souvenir d'offrande. Il arrive que l'esprit seul des traditions survive, et il arrive aussi que la forme, l'enveloppe, en demeure l'unique expression. Qu'en était-il ici? Je n'en puis juger, si mes séjours à Tindican étaient fréquents, ils n'étaient pas si prolongés que je puisse connaître tout. Je sais seulement que le tam-tam ne retentissait que lorsque ces prémices étaient coupées, et que nous attendions fiévreusement le signal, tant pour la hâte que nous avions de commencer le travail, que pour échapper à l'ombre un peu bien fraîche des grands arbres et à l'air coupant de l'aube. Le signal donné, les moissonneurs prenaient la route, et je me mêlais à eux, je marchais comme eux au rythme du tam-tam. Les jeunes lançaient leurs faucilles en l'air et les rattrapaient au vol, poussaient des cris, criaient à vrai dire pour le plaisir de crier, esquissaient des pas de danse à la suite des joueurs de tam-tam. Et, certes, j'eusse sagement fait à ce moment de suivre les recommandations de ma grand-mère qui défendait de me trop mêler aux jongleurs, mais il y avait dans ces jongleries, dans ces faucilles tournoyantes que le soleil levant frappait d'éclairs subits, tant d'alacrité, et dans l'air tant d'allégresse, tant d'allant aussi dans le tam-tam, que je n'aurais pu me tenir à l'écart. Et puis la saison où nous étions ne permettait pas de se tenir à l'écart. En décembre, tout est en fleurs et tout sent bon, tout est jeune, le printemps semble s'unir à l'été, et la campagne, longtemps gorgée d'eau, longtemps accablée de nuées maussades, partout prend sa revanche, éclate, jamais le ciel n'est plus clair, plus resplendissant, les oiseaux chantent, ils sont ivres, la joie est partout, partout elle explose et dans chaque cœur retentit. C'était cette saison-là, la belle saison, qui me dilatait la poitrine, et le tam-tam aussi, je l'avoue, et l'air de fête de notre marche, c'était la belle saison et tout ce qu'elle contient et qu'elle ne contient pas qu'elle répand à profusion, qui me faisait danser de joie. Parvenus au champ qu'on moissonnerait en premier lieu, les hommes s'alignaient sur la lisière le torse nu et la faucille prête. Mon oncle Lansana ou tel autre paysan, car la moisson se faisait de compagnie et chacun prêtait son bras à la moisson de tous, les invitait alors à commencer le travail. Aussitôt les torses noirs se courbaient sur la grande aire dorée, et les faucilles entamaient la moisson. Ce n'est plus seulement la brise matinale à présent qui faisait frémir le champ, c'étaient les hommes, c'étaient les faucilles. Ces faucilles allaient et venaient avec une rapidité, avec une infaillibilité aussi, qui surprenait. Elles devaient sectionner la tige de l'épi entre le dernier nœud et la dernière feuille tout en emportant cette dernière, eh bien, elle n'y manquait jamais. Certes, le moissonneur aidait à cette infaillibilité, il maintenait l'épi avec la main et l'offrait au fil de la faucille, il cueillait un épi après l'autre, il n'en demeurait pas moins que la prestesse avec laquelle la faucille allait et venait, était surprenante.
Chaque moissonneur au surplus mettait son honneur à Fauchère avec sûreté et avec la plus grande célérité, il avançait, un bouquet d'épis à la main, et c'était au nombre et à l'importance des bouquets que ses pères le jaugeaient. Mon jeune oncle était merveilleux dans cette cueillette du riz, il y devançait les meilleurs. Je le suivais pas à pas, fièrement, et je recevais de ses mains les bottes d'épis. Quand j'avais à mon tour, la botte dans la main, je débarrassais les tiges de leurs feuilles et les égalisais, puis je mettais les épis en tas, et je prenais grande attention à ne pas trop les secouer, car le riz toujours se récolte très mûr, et étourdiment secoué, l'épi eût abandonné une partie de ses grains. Je ne liais pas les gerbes que je formais ainsi, c'était là déjà du travail d'homme, mais j'avais permission, la gerbe liée, de la porter au milieu du champ et de la dresser. À mesure que la matinée avançait, la chaleur gagnait, prenait une sorte de frémissement et d'épaisseur, une consistance à quoi ajoutait encore un voile de fine poussière faite de glèbes foulées et de chaume remué. Mon oncle, alors, chassant de la main la sueur de son front et de sa pomme, réclamait sa gargoulette. Je courais la chercher dessous les feuilles, où elle gîtait au frais, et la lui tendais. « Tu m'en laisseras » disais-je. « Je ne vais pas la boire toute, dis donc. » Je le regardais boire de longues gorgées à la régalade. « Allons. Voilà qui va mieux, » disait-il en me rendant la gargoulette. Cette poussière finit par encrasser la gorge. Je mettais mes lèvres à la gargoulette, et la fraîcheur de l'eau se glissait en moi, rayonnant subitement en moi, mais c'était une fraîcheur fallacieuse, elle passait vite, après, j'avais le corps inondé de sueur. « Retire ta chemise, » disait mon oncle. « Elle est trempée. Ce n'est pas bon de garder du linge mouillé sur la poitrine. » Et il reprenait le travail, et de nouveau je le suivais pas à pas, fier de nous voir occuper la première place. « Tu n'es pas fatigué ? » disais-je. « Pourquoi serais-je fatigué ? Ta faucille va vite. » Elle va, oui. On est les premiers ? Ah. Oui. Mais tu le sais bien, disais-je. Pourquoi dis-tu « ah » ? Oui. Je ne vais pas me vanter, tout de même. Non. Et je me demandais si je ne pourrais pas l'imiter, un jour, l'égaler, un jour. Tu me laisseras Fauchère aussi ? Et ta grand-mère ? Que dirait ta grand-mère ? Cette faucille n'est pas un jouet, tu ne sais pas comme elle est tranchante. Je le vois bien. Alors ? Ce n'est pas ton travail de Fauchère. Je ne crois pas que ce sera jamais ton travail, plus tard. Mais je n'aimais pas qu'il m'écartât ainsi du travail des champs. Plus tard ? Pourquoi ce « plus tard » ? Il me semblait que, moi aussi, j'aurais pu être un moissonneur comme les autres, un paysan comme les autres. Est-ce que, eh bien, tu rêves ? disait mon oncle. Et je prenais la botte d'épis qu'il me tendait, j'enlevais les feuilles des tiges, j'égalisais les tiges. Et c'était vrai que je rêvais, ma vie n'était pas ici, et elle n'était pas non plus dans la forge paternelle. Mais où était ma vie ? Et je tremblais devant cette vie inconnue. N'eût-il pas été plus simple de prendre la suite de mon père, l'école, pensais-je, est-ce que j'aime tant l'école ? Mais peut-être la préférais-je. Mes oncles ? Oui, j'avais des oncles qui très simplement avaient pris la suite de leur père, j'en avais aussi qui s'étaient frayés d'autres chemins. Les frères de mon père étaient partis pour Conakry, le frère jumeau de mon oncle Lansana était. Mais où était-il à présent ? Alors, tu rêves toujours, disait mon jeune oncle. Oui. Non. Si tu continues de rêver, nous allons cesser d'être les premiers. Je pensais à mon deuxième oncle Beau. Où est-il à présent ? Dieu le sait. À sa dernière visite, il était. Voilà que je ne sais même plus où il était.
Il n'est jamais au même endroit, il est comme l'oiseau, il ne peut demeurer sur l'arbre, il lui faut tout le ciel. Et moi, serai-je aussi, un jour, comme l'oiseau? Qu'est-ce que tu me racontes? Eh bien, tu dis que mon deuxième oncle Beau est comme l'oiseau. Voudrais-tu être comme lui? Je ne sais pas. Tu as encore le temps d'y penser, en tout cas. En attendant, débarrasse-moi de ma botte. Et il reprenait sa cueillette, bien que son corps ruisselât, il la reprenait comme s'il l'entamait seulement, avec le même cœur. Mais la chaleur malgré tout pesait, l'air pesait, et la fatigue s'insinuait, les lampées d'eau ne suffisaient plus à l'éloigner, et c'est pourquoi nous la combattions en chantant. Chante avec nous, disait mon oncle. Le tam-tam, qui nous avait suivis à mesure que nous pénétrions plus avant dans le chant, rythmait les voix. Nous chantions en chœur, très haut souvent, avec de grands élans, et parfois très bas, si bas qu'on nous entendait à peine, et notre fatigue s'envolait, la chaleur s'atténuait. Si alors, suspendant un instant ma marche, je levais le regard sur les moissonneurs, la longue file des moissonneurs, j'étais frappé, délicieusement ravi par la douceur, l'immense, l'infinie douceur de leurs yeux, par les regards paisibles et ce n'est pas assez dire, lointains et comme absents, qu'ils promenaient par intervalles autour d'eux. Et pourtant, bien qu'ils me parussent tous alors à des lieues de leur travail, que leurs regards fussent à des lieues de leur travail, leur habileté n'était pas en défaut, les mains, les faucilles poursuivaient leurs mouvements sans défaut. Que regardaient à vrai dire ces yeux? Je ne sais pas. Les alentours? Peut-être. Peut-être les arbres au loin, le ciel très loin. Et peut-être non. Peut-être ces yeux ne regardaient-ils rien, peut-être étaient-ce de ne rien regarder de visible, qui les rendait si lointains et comme absents. La longue file moissonneuse s'enfonçait dans le champ, abattait le champ, n'était-ce pas assez? N'était-ce pas assez de cet effort et de ces torses noirs devant lesquels les épis s'inclinaient? Ils chantaient, nos hommes, ils moissonnaient, ils chantaient en chœur, ils moissonnaient ensemble, leurs voix s'accordaient, leurs gestes s'accordaient, ils étaient ensemble. Unis dans un même travail, unis par un même chant. La même âme les reliait, les liait, chacun et tous goûtaient le plaisir, l'identique plaisir d'accomplir une tâche commune. Était-ce ce plaisir-là bien plus que le combat contre la fatigue, contre la chaleur, qui les animait, qui les faisait se répandre en chant? C'était visiblement ce plaisir-là, et c'était le même aussi qui mettait dans leurs yeux tant de douceur, toute cette douceur dont je demeurais frappé délicieusement et un peu douloureusement frappé, car j'étais près d'eux, j'étais avec eux, j'étais dans cette grande douceur, et je n'étais pas entièrement avec eux. Je n'étais qu'un écolier en visite et comme je l'eusse volontiers oublié. De fait, je l'oubliais, j'étais fort jeune encore et j'oubliais, ce qui me traversait l'esprit, et tant de choses me traversaient l'esprit, avaient le plus souvent moins de durée, moins de consistance que les nuées qui traversent le ciel, et puis j'étais à l'âge mais j'ai toujours cet âge. Où l'on vit avant tout dans le présent, où le fait d'occuper la première place dans une file de moissonneurs avait plus d'importance que mon avenir même. Presse-toi, disais-je à mon oncle. Ah, te voilà réveillé? Disait-il. Oui, mais ne perds pas de temps. Est-ce que j'en perds? Non, mais tu pourrais en perdre. Nous ne sommes pas tellement en avance. Tu crois? Et il jetait un regard sur la moisson. C'est cela que tu appelles n'être pas tellement en avance? Disait-il. Eh bien. Je n'ai sûrement pas perdu de temps, mais peut-être ferais-je bien à présent d'en perdre un peu. N'oublie pas que je ne dois pas non plus trop distancer les autres, ce ne serait pas poli. Je ne sais d'où vient que l'idée de rusticité, je prends le mot dans son acception de manque de finesse, de délicatesse s'attache au chant, les formes de la civilité y sont plus respectées qu'à la ville, on y observe un ton cérémonieux et des manières que, plus expéditives, la ville ne connaît pas. C'est la vie seulement, qui est plus simple,
mais les échanges entre les hommes, peut-être parce que tout le monde se connaît, y sont plus strictement réglés. Je remarquais dans tout ce qui se faisait, une dignité dont je ne rencontrais pas toujours l'exemple à la ville, et on ne faisait rien à quoi on eût été au préalable invité, même s'il allait de soi qu'on le fît, on y montrait en vérité un extraordinaire souci de la liberté d'autrui. Et pour l'esprit, s'il était plus lent, c'est que la réflexion procédait la parole, mais aussi la parole avait-elle meilleur poids. Lorsque midi approchait, les femmes quittaient le village et se dirigeaient en file indienne vers le champ, chargées de fumantes platées de couscous. Sitôt que nous les apercevions, nous les saluions à grands cris. Midi. Il est à midi. Et sur toute l'étendue du champ, le travail se trouvait interrompu. Viens, disait mon jeune oncle. Viens. Et je galopais à sa suite. Pas si vite, disais-je. Je n'arrive pas à te suivre. Tu n'as donc pas le ventre creux? Disait-il. Le mien est si creux que je pourrais y loger un bœuf. Et de fait l'appétit était merveilleusement aiguisé. La chaleur avait beau être forte, et le champ, avec sa poussière et son frémissement, être une fournaise, l'appétit n'en était pas freiné. Nous étions assis autour des plats, et le couscous brûlant, plus brûlant encore du fait des épices, disparaissait, s'engouffrait, coupé, aidé de rasades fraîches, puisé dans les grandes jarres couvertes de feuilles de bananier. La trêve se prolongeait jusqu'à 2 heures, et les hommes la passaient à dormir à l'ombre des arbres ou à affûter les faucilles. Pour nous, infatigables, nous jouions, nous allions tendre des pièges, et nous menions grand bruit à notre accoutumée, nous nous gardions néanmoins de siffler, car on ne doit ni siffler ni ramasser du bois mort durant tout le temps que dure la moisson, ce sont des choses qui attirent le malheur sur le champ. Le travail de l'après-midi, beaucoup plus court, passait comme une flèche, il était 5 heures avant que nous nous en doutions. La grande aire était maintenant dépouillée de sa richesse, et nous regagnions en cortège le village. Les hauts fromagers déjà, les tremblantes fumées des cases déjà nous faisaient signe, précédés de l'inlassable joueur de tam-tam et lançant à tous les échos la chanson du riz. Au-dessus de nous, les hirondelles déjà volaient plus bas, bien que l'air fût toujours aussi transparent, mais la fin du jour approchait. Nous rentrions heureux, lassés heureux. Les génies nous avaient constamment secondés, pas un de nous qui eût été mordu par les serpents que notre piétinement dans les champs avait délogés. Les fleurs, que l'approche du soir réveillait, exhalaient de nouveau tout leur parfum et nous enveloppaient comme de fraîches guirlandes. Si notre chant avait été moins puissant, nous eussions perçu le bruit familier des fins de journée, les cris, les rires éclatants mêlés au long meuglement des troupeaux rejoignant l'enclos, mais nous chantions, nous chantions. Ah! Que nous étions heureux, ces jours-là! Chapitre 5. À Kouroussa, j'habitais la case de ma mère. Mes frères qui étaient plus jeunes, et mes sœurs, dont l'aîné me suivait à 1 an d'intervalle, dormaient chez ma grand-mère paternelle. Ainsi le voulait l'exiguïté des cases. Ce n'était que durant le temps qu'ils avaient pris le sein, que ma mère avait gardé mes sœurs et mes frères auprès d'elle. Sitôt sevrée, c'est l'habitude de sevrer très tard, elle les avait confiés à ma grand-mère. Seule, j'étais demeurée avec elle. Mais je n'étais pas seule à occuper le second lit de la case, je partageais ce lit avec les plus jeunes apprentis de mon père. Mon père avait toujours quantité d'apprentis dans son atelier, des apprentis venus d'un peu partout et souvent de très loin, d'abord parce qu'il les traitait bien, je pense, et surtout parce que son habileté d'artisan était abondamment établie, et encore, j'imagine, parce que sa forge ne chômait jamais. Mais, ces apprentis, il fallait les loger. Ceux qui avaient l'âge d'homme possédaient leur case propre. Les plus jeunes, ceux qui comme moi n'étaient pas circoncis, dormaient dans la case de ma mère. Sans doute mon père jugeait-il qu'il ne pourrait avoir de meilleur logement que sous la surveillance de ma mère, et il en jugeait à bon droit. Ma mère avait beaucoup de bonté, beaucoup de droiture, beaucoup d'autorité aussi et l'œil à tout, c'est dire que sa bonté n'allait pas absolument sans sévérité. Mais comment en eût-il été autrement, alors que nous étions, à l'époque, outre les apprentis, une dizaine d'enfants à courir d'un coin à l'autre de la concession, des enfants pas toujours sages et toujours remuants, des enfants qui mettaient la patience de leur mère à rude épreuve et ma mère n'avait pas grande patience.
Je crois bien qu'elle avait meilleure patience pour les apprentis que pour nous, je crois qu'elle se contraignait plus pour les apprentis que pour nous. Ces apprentis qui étaient loin de leurs parents, ma mère, mon père aussi leur donnait une entière affection, très réellement il les traitait comme des enfants qui auraient eu besoin d'un surcroît d'affection, et je l'ai plus d'une fois remarqué certainement avec plus d'indulgence que nous-mêmes. Si j'avais meilleure part dans le cœur de ma mère et j'avais sûrement meilleure part extérieurement, il n'y paraissait pas, les apprentis pouvaient se croire sur un pied d'égalité avec les vrais fils, et quant à moi, je les considérais comme des frères aînés. Je garde plus spécialement souvenir de l'un d'eux, Sidafa. Il était un peu plus âgé que moi, fort éveillé, mince et vif, de sang chaud déjà, riche en inventions et en expédients de toutes sortes. Comme je passais mes journées à l'école, et lui dans l'atelier, nous ne nous rencontrions jamais si bien pour bavarder qu'au lit. L'air, dans la case, et les lampes à huile posées au chevet du lit répandaient une lumière très douce. Je répétais à Sidafa ce que j'avais appris à l'école, en échange, il me narrait par le menu le travail de l'atelier. Ma mère, dont le lit n'était séparé d'une autre que par le foyer, écoutait forcément notre bavardage, tout au moins l'écoutait-elle un bout de temps, après quoi, n'y prenant pas part, elle se lassait. « Eh bien, est-ce pour bavarder ou pour dormir que vous vous mettez au lit ?» disait-elle. « Dormez. » Un petit moment encore, disais-je, je n'ai pas tout raconté. Où je me levais et j'allais prendre une gorgée d'eau au canari posé au sec sur sa couche de gravier. Mais le sursis que je demandais, ne nous était pas toujours accordé, et quand il nous était accordé, nous en abusions si bien, que ma mère intervenait plus énergiquement. « Est-ce bientôt fini ?» disait-elle. « Je ne veux plus entendre un mot. Demain, vous ne pourrez vous réveiller, ni l'un ni l'autre. » Ce qui était vrai, si nous n'étions jamais très pressés de dormir, nous n'étions pas non plus jamais très pressés de nous réveiller, et nous interrompions notre bavardage, les lits étaient trop proches et l'oreille de ma mère trop fine pour que nous le poursuivions à voix basse. Et puis, maintenant que nous nous taisions, nous sentions très vite nos paupières s'alourdir, le pétillement familier du foyer et la chaleur des draps faisaient le reste, nous sombrions dans le sommeil. Au réveil, après nous être fait un peu bien prier, nous trouvions prêt le repas du matin. Ma mère se levait aux premières lueurs de l'aube pour le préparer. Nous nous asseyions tous autour des plats fumants, mes parents, mes sœurs, mes frères, les apprentis, ceux qui partageaient mon lit comme ceux qui avaient leur casse propre. Il y avait un plat pour les hommes, et un second pour ma mère et pour mes sœurs. Je ne puis dire exactement que ma mère présidait le repas, mon père le présidait. C'était la présence de ma mère pourtant qui se faisait sentir en premier lieu. Était-ce parce qu'elle avait préparé la nourriture, parce que les repas sont choses qui regardent d'abord les femmes? Sans doute, mais ce n'était pas tout, c'était ma mère, par le seul fait de sa présence, et bien qu'elle ne fût pas directement assise devant notre plat, qui veillait à ce que tout se passât dans les règles, et ces règles étaient strictes. Ainsi il m'était interdit de lever les yeux sur les convives plus âgés, et il m'était également interdit de bavarder, toute mon attention devait être portée sur le repas. De fait, il eût été très peu poli de bavarder à ce moment, mes plus jeunes frères même n'ignoraient pas que l'heure n'était pas à jacasser, l'heure était à honorer la nourriture, les personnes âgées observaient quasiment le même silence. Ce n'étaient pas les seules règles, celles qui concernaient la propreté n'étaient pas les moindres. Enfin, s'il y avait de la viande au centre du plat, je n'avais pas à m'en emparer, je devais me servir devant moi, mon père se chargeant de placer la viande à ma portée. Toute autre façon de faire eût été mal vue et rapidement réprimée, du reste les repas étaient très suffisamment copieux pour que je ne fusse point tentée de prendre plus que je ne recevais. Le repas achevé, je disais « Merci, papa ». Les apprentis disaient « Merci, maître ». Après je m'inclinais devant ma mère et je disais « Le repas était bon, maman. » Mes frères, mes sœurs, les apprentis en faisaient autant. Mes parents répondaient à chacun « Merci ». Telle était la bonne règle. Mon père se fût certainement offusqué de l'avoir transgressé, mais c'est ma mère, plus vive, qui eût réprimé la transgression. Mon père avait l'esprit à son travail, il abandonnait ses prérogatives à ma mère. Je sais que cette autorité dont ma mère témoignait,
paraîtra surprenante, le plus souvent on imagine dérisoire le rôle de la femme africaine, et il est des contrées en vérité où il est insignifiant, mais l'Afrique est grande, aussi diverse que grande. Chez nous, la coutume ressortit à une foncière indépendance, à une fierté innée, on ne brime que celui qui veut bien se laisser brimer, et les femmes se laissent très peu brimer. Mon père, lui, ne songeait à brimer personne, ma mère moins que personne, il avait grand respect pour elle, et nous avions tous grand respect pour elle, nos voisins aussi, nos amis aussi. Cela tenait, je crois bien, à la personne même de ma mère, qui imposait, cela tenait encore au pouvoir qu'elle détenait. J'hésite un peu à dire quels étaient ses pouvoirs et je ne veux même pas les décrire tous, je sais qu'on en accueillera le récit avec scepticisme. Moi-même, quand il m'arrive aujourd'hui de me les remémorer, je ne sais plus trop comment je les dois accueillir, ils me paraissent incroyables, ils sont incroyables. Pourtant il suffit de me rappeler ce que j'ai vu, ce que mes yeux ont vu. Puis-je récuser le témoignage de mes yeux? Ces choses incroyables, je les ai vues, je les revois comme je les voyais. N'y a-t-il pas partout des choses qu'on n'explique pas? Chez nous, il y a une infinité de choses qu'on n'explique pas, et ma mère vivait dans leur familiarité. Un jour c'était à la fin du jour j'ai vu des gens requérir l'autorité de ma mère pour faire se lever un cheval qui demeurait insensible à toutes les injonctions. Le cheval était en pâture, couché, et son maître voulait le ramener dans l'enclos avant la nuit, mais le cheval refusait obstinément de se lever, bien qu'il n'eût apparemment aucune raison de ne pas obéir, mais telle était sa fantaisie du moment, à moins qu'un sort ne l'immobilisât. J'entendis les gens s'en plaindre à ma mère et lui demander aide. « Eh bien, allons voir ce cheval, dit ma mère. » Elle appela l'aîné de mes sœurs et lui dit de surveiller la cuisson du repas, puis s'enfuit avec les gens. Je la suivis. Parvenus à la pâture, nous vîmes le cheval, il était couché dans l'herbe et nous regarda avec indifférence. Son maître essaya encore de le faire se lever, le flatta, mais le cheval demeurait sourd, son maître s'apprêta alors à le frapper. « Ne le frappe pas, dit ma mère, tu perdrais ta peine. » Elle s'avança, levant la main, dit solennellement. « S'il est vrai que, depuis que je suis née, jamais je n'ai connu d'homme avant mon mariage, s'il est vrai encore que, depuis mon mariage, jamais je n'ai connu d'autre homme que mon mari, cheval, lève-toi. » Et tous nous vîmes le cheval se dresser aussitôt et suivre docilement son maître. Je dis très simplement, je dis fidèlement ce que j'ai vu, ce que mes yeux ont vu, et je pense en vérité que c'est incroyable, mais la chose est bien telle que je l'ai dite, le cheval se leva incontinent et suivit son maître, s'il eût refusé d'avancer, l'intervention de ma mère eût eu pareil effet. D'où venaient ces pouvoirs? Eh bien, ma mère était née immédiatement après mes oncles jumeaux de t'indiquant. Or on dit des frères jumeaux qu'ils naissent plus subtils que les autres enfants et quasiment sorciers, et quant à l'enfant que les suit et qui reçoit le nom de Seyon, c'est-à-dire de puiné des jumeaux, il est, lui aussi, doué du don de sorcellerie, et même on le tient pour plus redoutable encore, pour plus mystérieux encore que les jumeaux, auprès desquels il joue un rôle fort important. Ainsi s'il arrive aux jumeaux de ne pas s'accorder, c'est à son autorité qu'on recourra pour les départager. Au vrai, on lui attribue une sagesse supérieure à celle des jumeaux, un rang supérieur, et il va de soi que ses interventions sont forcément délicates. C'est notre coutume que des jumeaux doivent s'accorder sur tout et qu'ils ont droit à une égalité plus stricte que les autres enfants, on ne donne rien à l'un qu'il ne faille obligatoirement et aussitôt donner à l'autre. C'est une obligation qu'il est préférable de ne pas prendre à la légère, y contrevient-on, les jumeaux ressentent également l'injure, règlent la chose entre eux, le cas échéant, jettent un sort sur qui leur a manqué. S'élève-t-il entre eux quelque contestation l'un par exemple, a-t-il formé un projet que l'autre juge insensé ils en appellent à leur puiné et se rangent docilement à sa décision. J'ignore si ma mère avait eu souvent à intervenir auprès de mes oncles jumeaux, mais même si ces interventions avaient été rares, elles avaient dû très tôt la conduire à peser le pour et le contre, elles avaient dû très tôt former son jugement, et ainsi dit-on du puiné qu'il a meilleure sagesse que les jumeaux, la chose s'explique. Le puiné assume des responsabilités plus lourdes que les jumeaux. J'ai donné un exemple des pouvoirs de ma mère, j'en pourrais donner d'autres, autrement étranges, autrement mystérieux. Combien de fois n'ai-je point vu ma mère, au lever du jour, s'avancer de quelques pas dans la cour,
tourner la tête dans telle ou telle direction, et puis crier d'une voix forte. Si cette entreprise se poursuit, je ne tarderai plus à la révéler. Tiens-toi-le pour dit. Sa voix, dans le matin, portait loin, elle allait frapper le jeteur de sorts contre qui la menace avait été proférée, celui-ci comprenait que s'il ne cessait ses manœuvres nocturnes, ma mère dénoncerait son nom en clair, et cette crainte opérait, désormais le jeteur de sorts se tenait quoi. Ma mère était avertie de ses manœuvres durant son sommeil, c'est la raison pour laquelle on ne la réveillait jamais, de peur d'interrompre le déroulement de ses rêves et des révélations qui s'y glissaient. Ce pouvoir était bien connu à nos voisins et à tout notre quartier, il ne se trouvait personne qui le contestât. Mais si ma mère avait le don de voir ce qui se tramait de mauvais et la possibilité d'en dénoncer l'auteur, son pouvoir n'allait pas au-delà, son don de sorcellerie ne lui permettait, lui elle voulut, de rien tramer elle-même. Elle n'était donc point suspecte. Si l'on se montrait aimable à son égard, ce n'était aucunement par crainte, on se montrait aimable parce qu'on la jugeait digne d'amabilité, parce qu'on respectait en elle un don de sorcellerie dont il n'y avait rien à craindre et, tout au contraire, beaucoup à attendre. C'était là une amabilité très différente de celle qu'on donnait des lèvres, du bout des lèvres uniquement, aux jeteurs de mauvais sorts. À ce don, ce demi-don plutôt de sorcellerie, ma mère ajoutait d'autres pouvoirs qu'elle tenait également par voie d'héritage. Son père, à Tindican, avait été un habile forgeron, et ma mère détenait les pouvoirs habituels de cette caste, qui fournit la majorité des circonciseurs et nombre de diseurs de choses cachées. Les frères de ma mère avaient choisi de devenir cultivateurs, mais il n'eût tenu qu'à eux de continuer le métier de leur père. Peut-être mon oncle Lansana, qui parlait peu, qui rêvait beaucoup, avait-il, en jetant son dévolu sur la vie paysanne, sur l'immense paix des champs détourné ses frères de la forge paternelle. Je ne sais, mais cela me paraît assez probable. Était-il, lui aussi, un diseur de choses cachées? J'incline à le croire, il avait les pouvoirs habituels des jumeaux et les pouvoirs de sa caste, seulement je ne crois pas qu'il les manifestât beaucoup. J'ai dit combien il était secret, combien il aimait être seul en face de ses pensées, combien il me paraissait absent, non, il n'était pas homme à se manifester. C'est en ma mère que revivait le plus visiblement, j'allais dire, ostensiblement l'esprit de sa caste. Je ne prétends pas qu'elle y fût plus fidèle que mes oncles, mais elle était seule à montrer sa fidélité. Enfin elle avait, il va de soi, hérité de mon grand-père son totem, qui est le crocodile. Ce totem permettait à tous les damans de puiser impunément l'eau du fleuve Niger. En temps normal, tout le monde se fournit d'eau au fleuve. Le Niger alors coule largement, paresseusement, il est guéable, et les crocodiles qui se tiennent en eau profonde, soit en amont, soit en aval de l'endroit où chacun puise, ne sont pas à craindre. On peut librement se baigner près des bancs de sable clair, et laver le linge. En temps de crue, il n'en va plus de même, le fleuve triple de volume, envahit de larges étendues, l'eau est partout profonde, et les crocodiles partout menaçants, on aperçoit leur tête triangulaire ras de l'eau. Aussi chacun se tient-il à distance du fleuve et se contente-t-il de puiser l'eau des petits affluents. Ma mère, elle, continuait de puiser l'eau du fleuve. Je la regardais puiser l'eau à proximité des crocodiles. Bien entendu, je la regardais de loin, car mon totem n'est pas celui de ma mère, et j'avais, moi, tout à craindre de ces bêtes voraces, mais ma mère puisait l'eau sans crainte, et personne ne l'avertissait du danger, car chacun savait que ce danger pour elle était inexistant. Quiconque se fût risqué à faire ce que ma mère faisait, eût été inévitablement renversé d'un coup de queue, saisi entre les redoutables mâchoires et entraîné en eau profonde. Mais les crocodiles ne pouvaient pas faire de mal à ma mère, et le privilège se conçoit, il y a identité entre le totem et son possesseur, cette identité est absolue, est telle que le possesseur a le pouvoir de prendre la forme même de son totem, dès lors il saute aux yeux que le totem ne peut se dévorer lui-même. Mes oncles de Tindican jouissaient de la même prérogative. Je ne veux rien dire de plus et je n'ai relaté que ce que mes yeux ont vu. Ces prodiges en vérité c'étaient des prodiges. J'y songe aujourd'hui comme aux événements fabuleux d'un lointain passé. Ce passé pourtant est tout proche, il date d'hier. Mais le monde bouge,
le monde change, et le mien plus rapidement peut-être que tout autre, et si bien qu'il semble que nous cessons d'être ce que nous étions, qu'au vrai nous ne sommes plus ce que nous étions, et que déjà nous n'étions plus exactement nous-mêmes dans le moment où ces prodiges s'accomplissaient sous nos yeux. Oui, le monde bouge, le monde change, il bouge et change à telle enseigne que mon propre totem, j'ai mon totem aussi, m'est inconnu. Chapitre 6. J'ai fréquenté très tôt l'école. Je commençais par aller à l'école coranique, puis, un peu plus tard, j'entrais à l'école française. J'ignorais alors tout à fait que j'allais y demeurer des années, et sûrement ma mère l'ignorait autant que moi, car lui elle devinait, elle m'eût gardé près d'elle, mais peut-être déjà mon père le savait-il. Aussitôt après le repas du matin, ma sœur et moi prenions le chemin de l'école, nos cahiers et nos livres enfermés dans un cartable de raffia. En cours de route, des camarades nous rejoignaient, et plus nous approchions du bâtiment officiel, plus notre bande grossissait. Ma sœur ralliait le groupe des filles, moi, je demeurais avec les garçons. Et comme tous les garnements de la terre, nous aimions nous moquer des filles et les houspiller, et les filles n'hésitaient pas à nous retourner nos moqueries et à pouffer de rire à notre nez. Mais quand nous leur tirions les cheveux, elles ne se contentaient plus de l'Asie, elles se défendaient avec bec et ongles, et copieusement, griffant avec force, nous injuriant avec plus de force encore et avec une infinie variété, sans que pour si peu notre ardeur ralentît beaucoup. Je n'épargnais que ma sœur, et celle-ci en retour me ménageait également. Fanta, une de ses compagnes, faisait de même, bien que moi, je ne l'épargnasse guère. « Pourquoi me tires-tu les cheveux ?» dit-elle, un jour que nous étions seuls dans la cour de l'école. « Pourquoi ne te les tirerais-je pas ?» dis-je. « Tu es une fille. » Mais moi, je ne t'ai jamais injuriée. « Non, toi, tu ne m'injuries pas, dis-je. » Et je demeurai un instant pensif jusque-là, je ne m'étais pas aperçu qu'elle était la seule, avec ma sœur, à ne m'avoir jamais injuriée. « Pourquoi ne m'injuries-tu pas ?» dis-je. « Pour ça. » Pour ça? Ce n'est pas une réponse. Que veux-tu dire? Même si tu me tirais les cheveux maintenant, je ne t'injurierais pas. Alors je vais te les tirer. Dis-je. Mais pourquoi les lui sais-je tirer? Cela se faisait seulement quand nous étions en bande. Et parce que je ne mettais pas ma menace à exécution, elle éclata de rire. Attends que nous soyons sur le chemin de l'école. Dis-je. Tu ne perdras rien pour avoir attendu. Elle se sauva en riant. Mais moi, sur le chemin de l'école, je ne sais quoi me retenait, et le plus souvent j'épargnais Fanta. Ma sœur ne fut pas longue à l'observer. Tu ne tires pas souvent les cheveux à Fanta. Pourquoi veux-tu que je lui tire les cheveux? Dis-je. Elle ne m'injurie pas. Crois-tu que je ne m'en sois pas aperçu? Alors tu sais aussi pourquoi je l'épargne. Ah. Vraiment, dit-elle. Pour cela seulement? Que voulait-elle dire? Je haussai les épaules, c'étaient des histoires de filles, des histoires auxquelles on ne comprenait rien. Toutes les filles étaient comme ça. Fiche-moi la paix avec Fanta. Dis-je. Tu m'ennuies. Mais elle se mit à rire aux éclats. Écoute, dis-je, si tu continues de rire. Elle s'écarta jusqu'à se mettre hors de portée, puis cria brusquement. Fanta. Fanta. Est-ce que tu vas te taire? Dis-je. Mais elle reprit de plus belle, et je m'élançai, mais elle s'enfuit en criant. Fanta. Fanta. Je regardais autour de moi s'il n'y avait pas un caillou que je pourrais lui jeter, il n'y en avait pas. Nous réglerons cela plus tard, pensai-je. À l'école, nous gagnions nos places, filles et garçons mêlés, réconciliés, sitôt assis, nous étions tout oreilles, toute immobilité, si bien que le maître donnait ses leçons dans un silence impressionnant. Et il eût fait beau voir que nous eussions bougé. Notre maître était comme du vif argent, il ne demeurait pas en place, il était ici, il était là,
il était partout à la fois, et sa volubilité eût étourdi des élèves moins attentifs que nous. Mais nous étions extraordinairement attentifs et nous l'étions sans nous forcer. Pour tous, quelque jeunes que nous fussions, l'étude était chose sérieuse, passionnante, nous n'apprenions rien qui ne fût étrange, inattendu et comme venu d'une autre planète, et nous ne nous lassions jamais d'écouter. En eût-il été autrement, le silence n'eût pas été moins absolu sous la férule d'un maître qui semblait être partout à la fois et ne donnait à aucune occasion de dissiper personne. Mais je l'ai dit, l'idée de dissipation ne nous effleurait même pas, c'est aussi que nous cherchions à attirer le moins possible l'attention du maître. Nous vivions dans la crainte perpétuelle d'être envoyés au tableau. Ce tableau noir était notre cauchemar, son miroir sombre ne reflétait que trop exactement notre savoir, et ce savoir souvent était mince et quand bien même il ne l'était pas, il demeurait fragile, un rien l'effarouchait. Or, si nous voulions ne pas être gratifiés d'une solide volée de coups de bâton, il s'agissait, la craie à la main, de payer comptant. C'est que le plus petit détail ici prenait de l'importance, le fâcheux tableau amplifiait tout, et il suffisait en vérité, dans les lettres que nous tracions, d'un jambage qui ne fût pas à la hauteur des autres, pour que nous fussions invités soit à prendre, le dimanche, une leçon supplémentaire, soit à faire visite au maître, durant la récréation, dans une classe qu'on appelait la classe enfantine, pour y recevoir sur le derrière une correction toujours mémorable. Notre maître avait les jambages irréguliers en spéciale horreur, il examinait nos copies à la loupe et puis nous distribuait autant de coups de trick qu'il avait trouvé d'irrégularité. Or, je le rappelle, c'était un homme comme du vif-argent, et il maniait le bâton avec une joyeuse verdeur. Tel était alors l'usage pour les élèves de la petite classe. Plus tard, les coups de bâton se raréfiaient, mais pour faire place à des formes de punition guère plus réjouissantes. Au vrai, j'ai connu une grande variété de punitions dans cette école, mais point de variété dans le déplaisir, et il fallait que le désir d'apprendre fût chevillé au corps, pour résister à semblable traitement. La punition la plus banale, en deuxième année, consistait à balayer la cour. C'était l'instant où l'on constatait le mieux combien cette cour était vaste et combien les goyaviers y étaient plantés de rue. Ces goyaviers n'étaient là, eussent juré, que pour salir le sol de leurs feuilles et réserver étroitement leurs fruits pour d'autres bouches que les nôtres. En troisième et quatrième année, on nous mettait allègrement au travail dans le potager, je me suis fait réflexion depuis qu'on eût difficilement trouvé mes d'œuvre à meilleur compte. Dans les deux dernières classes enfin, celles qui aboutissent au certificat d'études, on nous confiait avec un empressement dont nous nous serions facilement passé le gardiennage du troupeau de l'école. Ce gardiennage n'était pas une plaisanterie. On n'eût point découvert, à des lieues à la ronde, un troupeau moins paisible que celui de l'école. Il suffisait qu'un cultivateur possédât une bête vicieuse, on était assuré de voir la bête rallier notre troupeau, ce qui s'explique ce que la ladrerie tout au moins explique. Le cultivateur, lui évidemment n'avait d'autre souci que de se débarrasser de la bête et, forcément, il s'en débarrassait à très bas prix. L'école, elle, se précipitait sur la prétendue aubaine. Notre école possédait ainsi la plus singulière, la plus variée, la plus complète collection de bêtes aux coups de comme sournois ou se défilant à gauche quand on les appelait à droite. Ces bêtes galopaient follement dans la brousse comme si un essaim les eût constamment turlupinées, et nous galopions après elles sur des distances invraisemblables. Fort curieusement, elles paraissaient plus enclines à se disperser ou à se battre entre elles, qu'à chercher pitance. Mais ce pittoresque ne faisait aucunement notre affaire, nous savions qu'au retour, on ne manquerait pas d'évaluer à la courbure du ventre l'herbe tondue, et gare à nous, si le ventre de ces bêtes efflanquées n'apparaissait pas suffisamment arrondi. Gare à nous, et dans une proportion bien autrement inquiétante, s'il eût manqué une tête dans ce troupeau du diable. Au soir, nous nous essoufflions à grouper les bêtes, nous le faisions à coups redoublés de gourdin, ce qui n'arrangeait pas grand-chose, je le crains, et n'améliorait certainement pas le caractère de ces bêtes fantasques, puis nous les menions s'abreuver copieusement pour compenser le peu de volume que l'herbe tenait dans leur estomac. Nous rentrions de là, fourbus, et il va sans dire qu'aucun de nous n'aurait eu l'audace de regagner l'école, sans avoir réuni le troupeau au complet, mieux vaut ne pas penser à ce qu'une tête perdue nous eût coûté. Tels étaient nos rapports avec nos maîtres, tel en était tous au moins l'aspect sombre, et, bien entendu, nous n'avions d'autre hâte que de voir notre existence d'écolier s'achever, d'autre hâte que de remporter au plus tôt le fameux certificat d'études qui, en fin de compte, devait nous sacrer savants.
Mais quand je songe à ce que nous faisaient endurer les élèves de dernière année, il me semble n'avoir encore rien dit de ce côté sombre de notre vie d'écolier. Ces élèves, je me refuse à les appeler « compagnons », parce qu'ils étaient plus âgés que nous, plus forts que nous et moins étroitement surveillés, nous persécutaient de toute manière. C'était leur façon de se donner de l'importance, en aurait-il jamais une plus haute ? Et peut-être, je l'accorde, une façon aussi de se venger du traitement qu'ils subissaient eux-mêmes. L'excès de sévérité n'est pas précisément fait pour beaucoup développer les bons sentiments. Je me souviens mes mains, les bouts de mes doigts se souviennent de ce qui nous attendait au retour de l'année scolaire. Les goyaviers de la cour avaient un feuillage tout neuf, mais l'ancien était en tas sur le sol, et, par endroits, c'était bien plus qu'un entassement, une boue de feuilles. « Vous allez me balayer cela ?» disait le directeur. « Je veux que ce soit net immédiatement. » Immédiatement ? Il y avait là du travail, un sacré travail, pour plus d'une semaine. Et d'autant plus que tout ce qu'on nous attribuait en fait d'instruments, c'était nos mains, nos doigts, nos ongles. « Veillez à que ce soit promptement exécuté, disait le directeur au grand de dernière année, sans quoi vous aurez affaire à moi. Nous nous alignions donc au commandement des grands, nous nous alignons comme le font les paysans, quand ils moissonnent ou nettoient leurs champs, et nous nous attelions à ce travail de forçat. Dans la cour même, cela allait encore, il y avait de l'espace entre les goyaviers, mais il y avait un endos où les arbres mêlaient et enchevêtraient furieusement leurs branches, où le soleil ne parvenait pas jusqu'au sol et où une âcre odeur de moisissure traînait même à la belle saison. Voyant que le travail n'avançait pas comme le directeur l'attendait, les grands, plutôt que de s'y atteler avec nous, trouvaient plus commode d'arracher des branches aux arbres et de nous en fouetter. Ce bois de goyavier était plus flexible que nous ne l'eussions souhaité, bien manié, il sifflait aigrement, et c'était du feu qui nous tombait sur les reins. La peau cuisait cruellement, les larmes nous jaillissaient dans les yeux et tombaient sur l'amas de feuilles pourrissantes. Pour fuir les coups, nous n'avions d'autre échappatoire que celle de glisser à nos bourreaux les savoureuses galettes de maïs et de blé, les couscous à la viande ou au poisson que nous avions emportés pour notre repas de midi, et si de surcroît nous possédions quelques menus monnaies, les pièces changeaient de poche sur le champ. Si on négligeait de le faire, si on craignait de demeurer le ventre creux et l'escarcelle vide, les coups redoublaient, ils redoublaient à vrai dire avec une telle munificence et à un rythme si endiablé, qu'un sourd eût compris que, s'il pleuvait cidru, ce n'était pas seulement pour activer nos mains, mais surtout pour nous extorquer nourriture et argent. Si, las de cette cruauté calculée, l'un de nous prenait l'audace de se plaindre, le directeur sévissait naturellement, mais la punition qu'il infligeait alors, était toujours légère, si légère qu'elle ne pouvait compenser ce que nous avions nous-mêmes souffert. Et le fait est que nos plaintes ne modifiaient aucunement notre situation. Peut-être aurions-nous mieux fait de mettre nos parents au courant, mais nous n'y songions pas, je ne sais si nous nous taisions par solidarité ou par amour-propre, mais je vois bien à présent que nous nous taisions sottement, car ces brimades allaient dans un sens qui n'est pas le nôtre, qui contrecarre ce qu'il y a en nous de plus foncier et de plus ombrageux, notre passion pour l'indépendance et pour l'égalité. Un jour pourtant, Kouyaté Karamoko, un de mes petits camarades qui venait d'être brutalement fustigé, déclara tout net qu'il en avait assez et que cela devait changer. Kouyaté était tout petit, tout fluet, si fluet et si petit que nous disions qu'il n'avait sûrement pas d'estomac, sinon un minuscule estomac d'oiseau, un gésier. Kouyaté au surplus ne faisait rien pour développer son gésier ou ce qui lui servait d'estomac, il n'aimait que les nourritures acides, les fruits, quand venait midi, il n'était satisfait que s'il parvenait à troquer son couscous contre des goyaves, des oranges ou des citrons. Mais si Kouyaté devait se priver même de fruits, il est évident que son gésier ou je ne sais quoi se transformerait finalement en quelque chose de plus petit encore, un estomac d'insecte, par exemple. Or, les grands par leurs exigences répétées, le contraignaient à un jeûne sévère. C'est le goût pour les fruits et un peu aussi les zébrures qu'il portait sur les fesses qui, ce jour-là, firent se révolter Kouyaté. « Oui, j'en ai assez !» me disait-il à travers ses larmes et en reniflant. « Tu m'entends ? J'en ai assez. Je me plaindrai à mon père. »« Tiens-toi tranquille, disais-je. Cela ne te servira à rien. » « Tu crois cela ? Réfléchis. Les grands.
Mais il ne me laissa pas achever. Je le dirai, cria-t-il. Ne le crie pas si haut. Nous étions dans la même rangée, et il était plus proche de moi, et je craignais qu'il n'attirât encore quelque grand sur ses reins. Tu ne le connais donc pas, mon père? Dit-il. Mais si, je le connais. Le père de Kouyaté était le vénérable griot de la région. C'était un lettré, bien accueilli partout, mais qui n'exerçait pas sa profession, une sorte de griot d'honneur, mais très entiché de sa caste. Ton père est déjà vieux, dis-je. Il est costaud. Costaud, dit fièrement Kouyaté. Et il redressa sa fluette personne. Ce que tu peux être drôle, dis-je. Mais, le dessus, il se remit à pleurnicher. Eh bien, fais comme tu l'entends, dis-je. Le lendemain, Kouyaté ne fut pas plus tôt dans la cour de l'école, qu'il interpella Imurana, le grand qui, la veille, l'avait si férocement brutalisé. Mon père, dit-il, désire que je lui présente l'élève de dernière année qui a le plus de gentillesse pour moi. J'ai immédiatement pensé à toi. Peux-tu venir partager notre repas, ce soir? Bien sûr, dit Imurana, qui était aussi stupide que brutal, et probablement aussi gourmand que stupide. Le soir, à l'heure fixée, ce dadais de Imurana se présentait à la concession de Kouyaté. Or, cette concession est parmi les mieux défendues de Kouroussa, elle n'a qu'une porte, et la clôture, au lieu d'être en osier tressé, est en pisé et garnie, sur le sommet, de tessons de bouteilles. C'est une concession où l'on entre et dont on ne sort qu'avec la permission du maître de logis. Le père de Kouyaté vint ouvrir en personne et puis, quand Imurana fut à l'intérieur, il verrouilla très soigneusement la porte. « Donnez-vous la peine de prendre place dans la cour, dit-il. La famille entière vous attend. » Imurana, après un coup d'œil sur les marmites, qui lui parurent lourdes de promesses et de succulences, fut s'asseoir parmi la famille et se rengorgea à l'idée des compliments qu'on allait lui adresser. Mais alors Kouyaté se leva brusquement et pointa le doigt sur lui. « Père, dit-il, voici le grand qui ne cesse de me frapper et de m'extorquer nourriture et argent. » Eh bien. Voilà du joli, dit le père de Kouyaté. C'est bien vrai au moins ce que tu me dis là? Par Allah, dit Kouyaté. C'est donc vrai, dit le père. Et il se tourna vers Imurana. Mon petit monsieur, voici venue l'heure, je crois, de vous expliquer. Auriez-vous quelque chose à alléguer? Alors faites vite, je n'ai que peu de temps à vous donner, mais ce peu de temps, je veux vous l'accorder sans lésiner. La foudre fut tombée à ses pieds, que Imurana n'eût pas été plus décontenancé, il n'entendit certainement pas un mot de ce que le père de Kouyaté lui disait. Sitôt qu'il fut un peu revenu de sa surprise, il n'eut d'autre idée que de fuir, et apparemment cette idée était la meilleure, mais il fallait décidément être nigaud comme l'était Imurana, pour imaginer qu'on pourrait s'échapper d'une concession si bien gardée. En vérité Imurana n'eut pas fait 10 pas, qu'il fut rattrapé. À présent, mon bonhomme, dit le père de Kouyaté, écoute bien ce que je vais te dire, mets-le-toi dans la tête une fois pour toutes, je n'envoie pas mon fils à l'école pour que tu en fasses ton esclave. Et à l'instant, car tout avait été très minutieusement concerté, Imurana se vit saisi par les pieds et les bras, soulevé de terre et maintenu à hauteur convenable, en dépit de ses cris, tandis que le père de Kouyaté lui travaillait méthodiquement les reins avec sa chicotte. Après quoi on le laissa aller avec sa courte honte et son derrière en feu. Le lendemain, à l'école, l'histoire de la correction de Imurana se répandit comme une traînée de poudre. Exactement, elle fit scandale. Cela était si différent de ce qui s'était pratiqué jusque-là, qu'on n'arrivait point à l'admettre, et alors même qu'on se sentait comme vengé par le geste du père de Kouyaté. Les grands des 2 dernières années, eux, se réunirent et décidèrent que Kouyaté ainsi que sa sœur Mariama seraient mis en quarantaine, et ils nous imposèrent d'infliger à notre petit compagnon la même quarantaine, cependant ils se gardèrent de toucher à Kouyaté ou à sa sœur, et ainsi leur faiblesse apparut brusquement aux plus aveugles même d'entre nous,
nous sentîmes tout à coup qu'une époque était révolue et nous nous apprêtâmes à respirer l'air de la liberté. À midi, je m'avançai vers Kouyaté, décidé de braver la défense des grands. Fais attention, dit Kouyaté, ils sont capables de te battre. Je me moque d'eux, dis-je. J'avais des oranges pour mon repas de midi, et je les lui tendis. Merci, dit-il, mais va-t'en, j'ai peur pour toi. Je n'eus pas le temps de répondre, j'apercevais plusieurs grands qui se dirigeaient vers nous, et je balançai un instant, ne sachant trop s'il fallait les fuir ou les braver, et puis je décidai de les braver. N'avais-je pas déjà commencé de le faire? Mais soudain je sentis ma tête tournoyer sous les gifles, et je pris mes jambes à mon cou. Je ne m'arrêtai qu'au bout de la cour et je me mis à pleurer, de colère autant que de douleur. Quand je me calmai un peu, je vis Fanta près de moi. « Que viens-tu faire ici ?» dis-je. « Je t'ai apporté une galette, dit-elle. » Je la pris et la mangeai sans presque me rendre compte de ce que je mangeais, bien que la mère de Fanta fût renommée pour réussir les meilleures galettes. Je me levai et allai boire, et me versai, par la même occasion un peu d'eau sur le visage. Puis je revins m'asseoir. « Je n'aime pas que tu t'assoies près de moi quand je pleure, dis-je. »« Tu pleurais ?» dit-elle. « Je n'ai pas vu que tu pleurais. » Je la regardai un moment. Elle mentait. Pourquoi mentait-elle? Mais visiblement elle ne mentait que pour épargner mon amour-propre, et je lui souris. « Veux-tu encore une galette ?» dit-elle. « Non, dis-je. Je ne pourrais pas en manger une seconde, j'ai le cœur noir de colère. »« Toi pas ?» ?»« Moi aussi, dit-elle. » Elle eut subitement des larmes dans les yeux. « Je les hais. » dis-je. « Tu ne peux pas savoir comme je les hais. Écoute, je vais quitter cette école. Je vais me hâter de grandir, et puis je reviendrai et je rendrai 100 coups pour un que j'ai reçu. » Oui, dit-elle. 100 coups pour un. Et elle cessa de pleurer, elle me regardait avec admiration. Le soir, j'allai trouver mon père sous la véranda. « Père, je ne veux plus aller à l'école. »« Quoi ?» fit mon père. « Non, dis-je. » Mais le scandale, depuis le matin, avait eu le temps de faire le tour des concessions de Kouroussa. « Que se passe-t-il dans cette école ?» dit mon père. « J'ai peur des grands, dis-je. »« Je croyais que tu n'avais peur de personne ? Mais j'ai peur des grands. » « Qu'est-ce qu'ils te font ? » ?»« Ils me prennent tout. Ils me prennent mon argent et ils mangent mes repas. »« Ah ! Oui. » dit mon père. « Et ils te frappent ? » ?»« Ils me frappent. »« Eh bien. Demain j'irai dire un mot à tes pirates. »« Ça va comme ça ? » ?»« Oui, père. » Le lendemain matin, mon père et ses apprentis s'installèrent avec moi devant la porte de l'école. Chaque fois qu'un grand approchait, mon père me demandait « Est-ce celui-là ?» Je disais non, bien que beaucoup d'entre eux m'eussent frappé et dévalisé, j'attendais que celui qui me frappait le plus sauvagement apparût. Quand je l'aperçus, je dis d'une voix forte « En vérité, le voici celui qui m'a le plus frappé. » Aussitôt les apprentis se jetèrent sur lui et le dépouillèrent en un tour de main, et même ils le maltraitèrent au point que mon père dut l'arracher à leurs mains. Alors mon père dit au grand qui le regardait avec des yeux égarés. « J'aurai une conversation à ton sujet avec le directeur pour savoir si, dans cette école, les grands ne sont là que pour battre les plus petits et leur soutirer leur argent. » Ce jour-là, il ne fut plus question de quarantaine, Kouyaté et sa sœur se mêlèrent à nous sans qu'aucun des grands éleva la voix ou fit le moindre signe. Est-ce qu'un nouveau climat déjà s'instaurait ? Il semblait bien. Les grands s'étaient groupés de leur côté. Et parce que nous nous tenions loin d'eux et que nous étions les plus nombreux, on aurait pu se demander si ce n'étaient pas les grands cette fois qui étaient en quarantaine, leur malaise étant perceptible.
Au vrai, leur position n'avait rien de bien réjouissant. Leurs parents ignoraient leurs exactions et leurs sévices, s'ils venaient à l'apprendre, et il y avait à présent de fortes chances pour que tout cela s'ébruitât. Les grands devaient s'attendre à des reproches qui, suivant le cas, s'accompagneraient de corrections en bonne forme. Dans l'après-midi, à l'heure de la sortie, mon père vint comme il l'avait annoncé. Le directeur était dans la cour, entouré des maîtres. Mon père se dirigea vers lui, sans seulement prendre la peine de le saluer, lui dit : « Sais-tu ce qui se passe dans ton école ? » »« Rien que de très bien, certainement, » dit le directeur. « Ah ! C'est ce que tu crois, » dit mon père. « Tu ne sais donc pas que les grands battent les petits, leur extorquent leur argent et mangent leur repas ? Es-tu aveugle ou le fais-tu exprès ? Ne t'occupe pas de ce qui ne te regarde pas, » dit le directeur. « Cela ne me regarde pas ? » dit mon père. « Cela ne me regarde pas que l'on traite chez toi mon fils comme un esclave ? Non. Voilà un mot que tu n'aurais pas dû prononcer, » dit mon père. Et il marcha sur le directeur. « Espères-tu me rosser comme tes apprentis ont rossé un de mes élèves, ce matin ? » cria le directeur. Et il lança ses poings en avant, mais bien qu'il fût plus fort, il était gras et plus embarrassé qu'aidé par sa graisse, et mon père qui était mince, mais vif, mais souple, n'eut pas de peine à esquiver ses poings et à tomber durement sur lui. Je ne sais trop comment cela se fut terminé, car mon père avait fini par terrasser le directeur et le cognait nerveusement, si les assistants ne les eussent séparés. Le directeur à présent tâtait ses joues et ne disait plus mot. Mon père épousseta ses genoux, puis me prit par la main. Il quitta la cour de l'école sans saluer personne, et je regagnai fièrement notre concession en sa compagnie. Mais vers la soirée, quand j'allais faire un tour dans la ville, j'entendis sur mon passage, les gens qui disaient : « Regardez, voici l'écolier dont le père est allé rosser le directeur dans son école même. » Et je me sentis brusquement beaucoup moins fier. Ce scandale-ci n'était pas comparable à celui que le père de Kouyaté avait provoqué, il s'était passé devant les maîtres, devant les élèves, et le directeur en personne en avait été la victime. Non, ce scandale-ci n'était pas du tout le même, et je pensais que je pourrais bien, après cela, être renvoyé de l'école. Je revins en hâte à notre concession et je dis à mon père : « Pourquoi l'as-tu battu ? Maintenant on ne voudra certainement plus de moi à l'école. » Ne m'as-tu pas dit que tu ne voulais plus y aller ? dit mon père. Et il rit bruyamment. Père, il n'y a pas de quoi rire, dis-je. Dors sur tes deux oreilles, Nigo. Si, demain, nous n'entendons pas le ronflement d'une certaine motobécane devant la porte de la concession, je porterai plainte à l'administrateur du cercle. Mais mon père n'eut pas à former sa plainte, et je ne fus pas exclu car, le lendemain, un peu avant la tombée de la nuit, la motobécane du directeur ronflait devant la porte de la concession. Le directeur entra, et tous, mon père comme les apprentis allèrent au-devant de lui, disant aimablement : « Bonsoir, monsieur. » On offrit une chaise au directeur, et mon père et lui s'assirent, tandis que, sur un geste, nous nous retirions et les observions de loin. L'entretien me parut des plus amicaux et il le fut en vérité car, dès lors, ma sœur et moi fûmes dispensés de toutes les corvées. Mais le scandale n'en fut pas pour autant étouffé. Quelques mois plus tard, une plainte collective des parents contraignit le directeur à changer de poste. Mais c'est que dans l'entretemps le bruit s'était répandu que le directeur employait certains élèves comme boys pour ses femmes, ses enfants, leurs parents les lui avaient confiés pour qu'il s'occupât d'eux plus particulièrement et les hébergeât, et il en avait été payé par le don de Béuf. J'ignore ce qu'il en était exactement, je sais seulement que ce fut la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et que les élèves de dernière année cessèrent de nous brimer. Chapitre 7. Je grandissais. Le temps était venu pour moi d'entrer dans l'association des non-initiés. Cette société un peu mystérieuse et à mes yeux de ce temps-là, très mystérieuse, encore que très peu secrète rassemblait tous les enfants, tous les incirconcis de 12, 13 ou 14 ans, et elle était dirigée par nos aînés, que nous appelions les grands, Condènes.
J'y entrai un soir précédant le Ramadan. Dès le soleil couchant, le tam-tam avait commencé de retentir, et bien qu'éloigné, bien que sonné dans un quartier lointain, ses coups m'avaient aussitôt atteint, m'avaient frappé en pleine poitrine, en plein cœur, comme si Kodoké, le meilleur de nos joueurs, l'eût battu pour moi uniquement. Un peu plus tard, j'avais perçu les voix aiguës des enfants accompagnant le tam-tam de leurs cris et de leurs chants. Oui, le temps pour moi était venu, le temps était là. C'était la première fois que je passais à Kouroussa la fête du Ramadan. Jusqu'ici, ma grand-mère avait toujours exigé que je passasse la fête chez elle, à Tindikan. Toute la matinée et plus encore dans l'après-midi, j'avais vécu dans l'agitation, chacun s'affairant aux préparatifs de la fête, chacun se heurtant et se bousculant, et réclamant mon aide. Dehors, le brouhaha n'était pas moindre. Kouroussa est le chef-lieu du cercle, et tous les chefs de canton, suivis de leurs musiciens, ont coutume de s'y réunir pour la fête. De la porte de la concession, je les avais regardés passer, avec leur cortège de griots, de balafonniers et de guitaristes, de sonneurs de tambours et de tam-tam. Je n'avais alors pensé qu'à la fête et au plantureux repas qui m'attendaient, mais à présent il s'agissait de toute autre chose. La troupe hurlante qui entourait Kodoké et son fameux tam-tam, se rapprochait. Elle allait de concession en concession, elle s'arrêtait un moment dans chaque concession où il y avait un enfant en âge, comme moi, d'entrer dans l'association, et elle emmenait l'enfant. C'est pourquoi son approche était lente, mais certaine, mais inéluctable, aussi certaine, aussi inéluctable que le sort qui m'attendait. Quel sort? Ma rencontre avec Condé Ndiara. Or, je n'ignorais pas qui était Condé Ndiara, ma mère souvent, mes oncles parfois ou quiconque au vrai dans mon entourage avait autorité sur moi, ne m'avait que trop parlé, que trop menacé de Condé Ndiara, ce terrible croque-mitaine, ce « lion des enfants ». Et voici que Condé Ndiara, mais était-il homme? Était-il bête? N'était-il pas plutôt mi-homme et mi-bête? Mon ami Kouyaté le croyait plus homme que bête, voici que Condé Ndiara quittait l'ombre des mots, le voici qui prenait corps, le voici, oui, qui, éveillé par le tam-tam de Kodoké, sans doute rôdait déjà autour de la ville. Cette nuit devait être la nuit de Condé Ndiara. J'entendais maintenant très clairement le tam-tam. Kodoké s'était beaucoup rapproché, j'entendais parfaitement les chants et les cris s'élever dans la nuit, je percevais presque aussi distinctement les notes comme creuses, sèches et pointues des coraux, ces sortes de minuscules pirogues combat avec un bout de bois. Je m'étais posté à l'entrée de la concession et j'attendais, je tenais, moi aussi, prêt à en jouer, mon corot et ma baguette nerveusement serrés dans mes mains, et j'attendais, dissimulé par l'ombre de la case, j'attendais, plein d'une affreuse angoisse, l'œil fixé sur la nuit. Et alors? Fit mon père. Il avait traversé l'atelier sans que je l'entendisse. Tu as peur? Un peu, dis-je. Il posa sa main sur mon épaule. Allons. Détends-toi. Il m'attira contre lui, et je sentis sa chaleur se communiqua à moi, et je commençai de m'apaiser, le cœur me battit moins. Tu ne dois pas avoir peur. Non, dis-je. Je savais que, quelle que fût mon angoisse, je devais me montrer brave, je ne devais pas étaler mon effroi ni surtout me cacher dans quelque coin, et moins encore me débattre ou crier quand mes aînés m'emmèneraient. Moi aussi, je suis passé par cette épreuve, dit mon père. Que se passe-t-il, dis-je. Rien que tu doives vraiment craindre, et que tu ne puisses surmonter en toi. Rappelle-toi, tu dois mater ta peur, te mater toi-même. Condé Ndiara ne t'enlèvera pas, il rugit, il se contente de rugir. Tu n'auras pas peur? J'essayerai. Même si tu avais peur, ne le montre pas. Il s'en alla, et mon attente reprit, et l'inquiétant tapage se rapprocha encore brusquement. J'aperçus la troupe qui débouchait et se dirigeait de mon côté, Kodoké, son tam-tam en bandoulière, marchait en tête, suivi des sonneurs de tambour. Très vite, je regagnai la cour de la concession, me plantant au milieu, j'attendis,
aussi crânement que je le pus, la redoutable invasion. Je n'eus pas beaucoup à attendre, la troupe était là, elle se répandait tumultueusement autour de moi, de cris, débordante de cris et de roulements de tam-tam et de tambours. Elle fit cercle, et je me trouvai au centre, isolé, étrangement isolé, libre encore et déjà captif. Au bord du cercle, je reconnus Kouyaté et d'autres, beaucoup d'autres de mes petits camarades, cueillis en cours de route, cueillis comme j'allais l'être, comme je l'étais déjà, et il me sembla qu'ils n'étaient pas trop rassurés, mais l'étais-je plus qu'eux? Je frappais, comme eux, mon koro, peut-être le frappais-je avec moins de conviction qu'eux. Alors des jeunes filles et des femmes entrèrent dans le cercle et se mirent à danser, se détachant de la troupe, des jeunes hommes, des adolescents s'y glissèrent à leur tour et, faisant face aux femmes, dansèrent de leur côté. Les hommes chantaient, les femmes claquaient les mains. Il n'y eut bientôt plus que les incirconcis pour former le cercle. Eux aussi chantaient, il ne leur était pas encore permis de danser et en chantant en chœur, oubliaient leur anxiété, je mêlais ma voix aux leurs. Quand, se regroupant, la troupe quitta notre concession, je la suivis, à demi tranquillisée et frappant mon koro avec ardeur. Kouyaté marchait à ma droite. Vers le milieu de la nuit, notre parcours dans la ville et la récolte des incirconcis se trouvèrent achevés, nous étions parvenus à la limite des concessions, et la brousse, devant nous, s'ouvrait. Les femmes et les jeunes filles aussitôt se retirèrent, puis les hommes également nous quittèrent. Nous demeurâmes seuls avec nos aînés, et je dirais plus exactement, songeant au caractère souvent peu commode de nos aînés et à leur abord rarement amène, livrés, à nos aînés. Femmes et jeunes filles se hâtaient maintenant de regagner leur demeure. Au fait, elles ne devaient pas être beaucoup plus à l'aise que nous, je sais que pas une d'elles ne se serait hasardée à franchir, cette nuit, les limites de la ville, déjà la ville même, la nuit même devait leur apparaître très suffisamment suspecte, et je suis persuadé que plus d'une qui regagnait isolément sa concession devait regretter de s'être jointe à la troupe, toutes ne reprendraient un peu cœur qu'après avoir refermé sur elles les portes des concessions et des cases. En attendant, elles pressaient le pas et par intervalles jetaient des regards inquiets derrière elles. Tout à l'heure, quand Condé Ndiara rugirait, elles ne pourraient se retenir de frémir, beaucoup trembleraient, beaucoup s'assureraient une dernière fois de la bonne fermeture des portes. Pour elles comme pour nous, bien que dans une proportion infiniment moindre, cette nuit serait la nuit de Condé Ndiara. Sitôt après que nos aînés se furent assurés qu'aucune présence indiscrète ne menaçait le mystère de la cérémonie, nous avons quitté la ville et nous nous sommes engagés dans la brousse qui mène au lieu sacré où, chaque année, l'initiation s'accomplit. Le lieu est connu, c'est, sous un immense fromager, un bas-fond situé dans l'angle de la rivière Komoni et du Niger. En temps habituels, aucun interdit n'en défend l'accès, mais sans doute n'en a-t-il pas toujours été ainsi, et quelque chose, autour de l'énorme tronc du fromager, plane encore de ce passé que je n'ai pas connu, je pense qu'une nuit comme celle que nous vivions, ressuscitait certainement une part de ce passé. Nous marchions en silence, très étroitement encadrés par nos aînés. Craignait-on peut-être que nous nous échappions? On l'eût dit. Je ne crois pas pourtant que l'idée de fuir fût venue à aucun de nous, la nuit, cette nuit-ci particulièrement, était bien trop impénétrable. Savions-nous où Condé Ndiara agitait? Savions-nous où il rôdait? Mais n'était-ce pas ici précisément, dans le voisinage du bas-fond, qu'il gitait et qu'il rôdait? Oui, ici vraisemblablement. Et s'il fallait l'affronter, il faudrait nécessairement l'affronter. Mieux valait à coup sur le fer en groupe, le faire dans ce coude à coude qui nous soudait les uns aux autres et qui était, devant l'imminence du péril, comme un dernier abri. Quelque intime pourtant que fût notre coude à coude et quelle que pût être la vigilance de nos aînés, il n'en demeurait pas moins que cette marche silencieuse succédant aux ourvaries de tout à l'heure, cette marche à la lueur décolorée de la lune et loin des cases, et encore le lieu sacré vers lequel nous nous dirigions, et enfin et surtout la présence cachée de Condé Ndiara nous angoissait. Était-ce pour mieux nous surveiller seulement, que nos aînés nous serraient de si près?
Mais peut-être aussi ressentait-il quelque chose de l'angoisse qui nous étreignait pas plus que nous. Il ne devait aimer la conjonction du silence et de la nuit, ce coude à coude étroit était fait pour les rassurer, eux aussi. Un peu avant d'atteindre le bas-fond, nous avons vu flamber un grand feu de bois, que les broussailles nous avaient jusque-là dissimulé. Kouyaté m'a furtivement serré le bras, et j'ai compris qu'il faisait allusion à la présence du foyer. Oui, il y avait du feu. Il y avait Condé Ndiara, la présence latente de Condé Ndiara, mais il y avait aussi une présence apaisante au sein de la nuit, un grand feu. Et j'ai repris cœur, un peu repris cœur, j'ai à mon tour rapidement serré le bras de Kouyaté. J'ai hâté le pas, tous nous hâtions le pas. Et la lueur rouge du brasier nous a environnés. Il y avait à présent ce havre, cette sorte de havre dans la nuit, un grand feu, dans notre dos, l'énorme tronc du fromager. Oh! C'était un havre précaire, mais quelque infime qu'il fût, c'était infiniment plus que le silence et les ténèbres, le silence sournois des ténèbres. Nous nous sommes rangés sous le fromager. Le sol, à nos pieds, avait été débarrassé des roseaux et des hautes herbes. Agenouillez-vous! Crient tout à coup nos aînés. Nous plions aussitôt les genoux. Tête basse. Nous courbons la tête. Plus basse que cela. Nous courbons la tête jusqu'au sol, comme pour la prière. Maintenant, cachez-vous les yeux. Nous ne nous le faisons point répéter, nous fermons les yeux, nous nouons étroitement les mains sur nos yeux, ne mourions-nous pas de peur, d'horreur, s'il nous arrivait de voir, simplement d'entrevoir Condé Ndiara. Au surplus, nos aînés traversent nos rangs, passent devant et derrière nous pour s'assurer que nous avons fidèlement obéi. Malheur à l'audacieux qui enfreindrait la défense. Il serait cruellement fouetté, d'autant plus cruellement qu'il le serait sans espoir de revanche, car il ne trouverait personne pour accueillir sa plainte, personne pour aller contre la coutume. Mais qui se risquerait à faire l'audacieux en pareille occurrence? Et maintenant que nous sommes agenouillés, la tête contre terre et les mains nouées sur les yeux, éclate brusquement le rugissement de Condé Ndiara. Ce cri rauque, nous l'attendions, nous n'attendions que lui, mais il nous surprend, il nous perce comme si nous ne l'attendions pas, et nos cœurs se glacent. Et puis ce n'est pas un lion seulement, ce n'est pas Condé Ndiara seulement qui rugit, c'est 10, c'est 20, c'est 30 lions peut-être qui, à sa suite, lancent leurs terribles cris et cernent la clairière, 10 ou 30 lions dont quelques mètres à peine nous séparent, et que le grand feu de bois ne tiendra peut-être pas toujours à distance. Des lions de toute taille et de tous âges, nous le percevons à leur rugissement, de très vieux lions et jusque des lionceaux. Non, personne parmi nous ne songerait à risquer un œil, personne. Personne n'oserait lever la tête du sol, chacun enfouirait plutôt sa tête dans le sol, la cacherait et se cacherait plutôt entièrement dans le sol. Et je me courbe, nous nous courbons davantage, nous plions plus fortement les genoux, nous effaçons le dos tant que nous pouvons, je me fais tout petit, nous nous faisons le plus petit que nous pouvons. Tu ne dois pas avoir peur, me dis-je. Tu dois mater ta peur. Ton père t'a dit de surmonter ta peur. Mais comment pourrais-je ne pas avoir peur? En ville même, à distance de la clairière, femmes et enfants tremblent et se terrent au fond des cases, ils écoutent Condé Ndiara grogner, et beaucoup se bouchent les oreilles pour ne pas l'entendre grogner, les moins peureux se lèvent, il faut un certain courage à présent pour quitter son lit, vont vérifier une fois de plus la porte de leur case, vont s'assurer une fois de plus qu'elle est demeurée étroitement assujettie, et n'en restent pas moins désemparés. Comment résisterais-je à la peur, moi qui suis à portée du terrible monstre? S'il lui plaisait, d'un seul bond, Condé Ndiara franchirait le feu de bois et me planterait ses griffes dans le dos. Pas une seconde je ne mets en doute la présence du monstre. Qui pourrait rassembler, certaines nuits, une troupe aussi nombreuse, mener pareil sabbat, sinon Condé Ndiara? Lui seul, me dis-je, lui seul peut ainsi commander au lion. Éloigne-toi. Éloigne-toi, Condé Ndiara. Éloigne-toi. Retourne dans la brousse. Mais Condé Ndiara continue son sabbat,
et parfois il me semble qu'il rugit au-dessus de ma tête même, à mes oreilles même. Éloigne-toi, je te prie, Condé Ndiara. Qu'avait dit mon père? Condé Ndiara rugit, il se contente de rugir, il ne t'emportera pas. Oui, cela ou à peu près. Mais est-ce vrai, bien vrai? Le bruit court aussi que Condé Ndiara parfois tombe, toute griffe dehors, sur l'un ou l'autre, l'emporte loin, très loin au profond de la brousse, et puis, des jours, et des jours plus tard, des mois ou des années plus tard, au hasard d'une randonnée, on tombe sur des ossements blanchis. Est-ce qu'on ne meurt pas aussi de peur? Ah! Comme je voudrais que cessent ces rugissements. Comme je voudrais être loin de cette clairière, être dans notre concession, dans le calme de notre concession, dans la chaude sécurité de la case. Est-ce que ces rugissements ne vont pas bientôt cesser? Va-t'en, Condé Ndiara. Va-t'en. Cesse de rugir. Ah! Ces rugissements. Il me semble que je ne vais plus pouvoir les supporter. Et voici que brusquement ils cessent. Ils cessent comme ils ont commencé. C'est si brusque à vrai dire, que j'hésite à me réjouir. Est-ce fini? Vraiment fini? N'est-ce qu'une interruption momentanée? Non, je n'ose pas me réjouir encore. Et puis soudain la voix de nos aînés retentit. Debout. Un soupir s'échappe de ma poitrine. C'est fini. Cette fois, c'est bien fini. Nous nous regardons, je regarde Kouyaté, les autres. Si la clarté est meilleure. Mais il suffit de la lueur du foyer, de grosses gouttes de sueur perlent encore sur nos fronts, pourtant la nuit est fraîche. Oui, nous avons eu peur. Nous n'aurions pas pu dissimuler notre peur. Un nouvel ordre a retenti, et nous nous sommes assis devant le feu. Nos aînés, à présent, entreprennent notre initiation, tout le reste de la nuit, ils vont nous enseigner les chants des incirconcis, et nous ne bougeons plus, nous reprenons les paroles après eux, l'air après eux, nous sommes là comme si nous étions à l'école, attentifs, pleinement attentifs et dociles. À l'aube, notre instruction a pris fin. J'avais les jambes, les bras engourdis, j'ai fait jouer mes articulations, j'ai frictionné un moment mes jambes, mais le sang demeurait lent, à la vérité, j'étais rompu de fatigue et j'avais froid. Promenant le regard autour de moi, je n'ai plus compris comment j'avais pu tant trembler. La nuit, les premières lueurs de l'aube tombaient si légères, si rassurantes sur le fromager, sur la clairière, le ciel avait une telle pureté. Qui eût cru, qui eût admis que, quelques heures plus tôt, une troupe de lions, conduite par Condé Ndiara en chair et en os, s'était rageusement démenée dans ces hautes herbes et ces roseaux, séparés de nous seulement par un feu de bois qui, à l'heure qu'il est, achève de s'éteindre. Personne ne l'eût cru, et j'eusse douté de mes oreilles et cru me réveiller d'un cauchemar, si l'un ou l'autre de mes compagnons n'eût, par intervalle, jeté un regard encore soupçonneux sur les plus hautes herbes. Mais quels étaient ces longs fils blancs qui tombaient, qui partaient plutôt du fromager et paraissaient inscrire sur le ciel la direction de la ville? Je n'eus pas le loisir de beaucoup me le demander, nos aînés nous regroupaient, et parce que nous dormions debout pour la plupart, le regroupement allait tant bien que mal, n'allait pas sans grands cris ni sans rudesse. Finalement nous sommes repartis vers la ville en chantant nos nouveaux chants, et nous les chantions plus gaillardement que je ne l'aurais imaginé, ainsi le cheval qui sent l'écurie proche, tout à coup s'anime, quelque rendu qu'il soit. Parvenu aux premières concessions, la présence des longs fils blancs m'a de nouveau frappé, toutes les cases principales emportaient de ces fils à leur sommet. Tu vois les fils blancs? Dis-je à Kouyaté. Je les vois. Il y a toujours de ces fils après la cérémonie de la clairière. Qui les noue? Kouyaté souleva les épaules. C'est de là qu'ils viennent, dis-je en montrant au loin le fromager. Quelqu'un est grimpé au sommet. Qui pourrait grimper sur un fromager? Réfléchis.
Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un est capable d'embrasser un tronc de cette grosseur? Dis-je. Et même s'il le pouvait, comment pourrait-il se glisser sur une écorce aussi hérissée d'épines, à que tu dis n'a pas de sens? Te figures-tu bien le trajet qu'il faudrait faire avant d'atteindre les premières branches? Pourquoi en serais-je plus long que toi, dit Kouyaté. Mais moi, c'est la première fois que j'assiste à la cérémonie. Toi. Je n'achevai pas ma phrase, nous avions atteint la grande place de la ville, et je regardais avec étonnement les fromagers qui ombragent le marché, eux aussi étaient garnis de ces mêmes fils blancs. Toutes les cases un peu importantes, tous les très grands arbres, en vérité, étaient ainsi reliés entre eux, et leur point de départ comme leur ralliement était l'immense fromager de la clairière, le lieu sacré que ce fromager signalait. Des hirondelles nous ses fils, dit tout à coup Kouyaté. Des hirondelles? Tu es fou. Dis-je. Les hirondelles ne volent pas la nuit. J'interrogeai un de nos aînés qui marchait à proximité. C'est notre chef à tout ce qu'il élit, dit-il. Notre chef se transforme en hirondelle au cours de la nuit, il vole d'arbre en arbre et de case en case, et tous ses fils sont noués en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Il vole d'arbre en arbre? Dis-je. Il vole comme une hirondelle? Eh bien, oui. Il est une vraie hirondelle, il me rapide comme l'hirondelle. Tout le monde sait. Ne te l'avais-je pas bien dit? Fit Kouyaté. Je ne dis plus mot, la nuit de Condé Ndiara était une étrange nuit, une nuit terrible et merveilleuse, une nuit qui passait l'entendement. Comme la veille, nous allions de concession en concession, précédés de tam-tam et de tambours, et nos compagnons nous quittaient au fur et à mesure qu'ils atteignaient leur logis. Quand nous passions devant une concession où l'un ou l'autre avait manqué de courage pour se joindre à nous, un chant de moquerie s'élevait de nos rangs. Je regagnai ma concession, recrue de fatigue, mais très satisfait de ma personne, j'avais participé à la cérémonie des lions. Si même je n'en avais pas mené large à l'heure où Condé Ndiara s'était déchaîné, la chose ne regardait que moi, je pouvais la garder pour moi seul, et je passai glorieusement la porte de notre demeure. La fête du Ramadan commençait, et j'aperçus dans la cour mes parents prêts à se rendre à la mosquée. « Te voici enfin revenu, » dit ma mère. « Me voici, » dis-je fièrement. « Est-ce une heure pour rentrer ?» dit-elle en me serrant contre sa poitrine. « La nuit est finie, et tu n'as seulement pas fermé l'œil. » La cérémonie n'a pris fin qu'à l'aube, dis-je. « Je le sais bien, dit-elle. Tous les hommes sont fous. »« Et les lions ?» dit mon père. « Condé Ndiara ?» Je les ai entendus, dis-je. Ils étaient tout près, ils étaient aussi près de moi que je le suis ici de vous, il y avait tout juste entre eux et nous la distance du feu. C'est insensé, dit ma mère. Va dormir, tu tombes de sommeil. Elle se tourna vers mon père. Je me demande à quoi tout cela rime, dit-elle. Eh bien c'est l'usage, dit mon père. Je n'aime pas cet usage, dit-elle. Des enfants ne devraient pas passer la nuit à veiller. As-tu eu peur? Me demanda mon père. Devais-je avouer que j'avais eu grande peur? Naturellement qu'il a eu peur, dit ma mère. Comment voudrais-tu qu'il n'ait pas eu peur? Il n'a eu qu'un peu peur, dit mon père. Va dormir, reprit ma mère. Si tu ne dors pas maintenant, tu t'endormiras durant la fête. J'allais m'étendre dans la case. J'entendais ma mère qui querellait mon père, elle trouvait stupide de courir des risques gratuits. Plus tard,
j'ai su qui était Condé Ndiara et j'ai su aussi que les risques étaient inexistants, mais je ne l'ai appris qu'à l'heure où il m'était permis de le savoir. Tant que nous n'avons pas été circoncis, tant que nous ne sommes pas venus à cette seconde vie qui est notre vraie vie, on ne nous révèle rien, et nous n'arrivons à rien surprendre. Ce n'est qu'après avoir participé plusieurs fois à la cérémonie des lions, que nous commençons à vaguement entrevoir quelque chose, mais nous respectons le secret, nous ne faisons part de ce que nous avons deviné qu'à ceux de nos compagnons qui ont une même expérience, et l'essentiel nous échappe jusqu'au jour de notre initiation à la vie d'homme. Non, ce n'étaient pas de vrais lions qui rugissaient dans la clairière, c'étaient nos aînés, tout bonnement nos aînés. Ils cèdent à cet effet de petites planchettes renflées au centre et à bord coupant, à bord d'autant plus coupant que le renflement central aiguise davantage le tranchant. La planchette est de forme ellipsoïdale et très petite, elle est trouée sur un des côtés, pour permettre d'y passer une ficelle. Nos aînés la font tournoyer comme une fronde et, pour en augmenter encore la giration, tournoie en même temps qu'elle, la planchette coupe l'air et produit un ronflement tout semblable au rugissement du lion, les planchettes les plus petites imitent le cri des lionceaux, les plus grandes, celui des lions. C'est enfantin. Ce qui n'est pas enfantin, c'est l'effet produit dans la nuit pour des oreilles non prévenues, le cœur se glace. Si ce n'était la crainte, plus grande encore, de se retrouver égaré dans la brousse, isolé dans la brousse, l'effroi disperserait les enfants, c'est la sorte de refuge que forment le tronc des fromagers et le feu de bois allumé à proximité, qui maintient groupés les non-initiés. Mais si le grognement de Condé Ndiara est facilement explicable, la présence des longs fils blancs qui relient l'immense fromager de la clairière sacrée aux plus grands arbres et aux cases principales de la ville l'est beaucoup moins. Je n'en ai, pour ma part, point obtenu une explication parfaite, à l'époque où j'aurais pu l'obtenir, en prenant place parmi les aînés qui dirigeaient la cérémonie, j'avais cessé d'habiter Kouroussa. Je sais seulement que ces fils sont de coton tissé, et qu'on se sert de perches de bambou pour les nouer au sommet des cases, ce que j'ignore par contre, c'est la manière dont on les attache au sommet des fromagers. Nos fromagers sont de très grands arbres, et on imagine difficilement des perches d'une vingtaine de mètres, celles-ci fléchiraient nécessairement, quelque soin qu'on aurait pu apporter à les assembler. Par ailleurs, je ne vois pas comment on grimperait au sommet de ces arbres épineux. Il y a bien une sorte de ceinture qui aide à grimper, on noue la ceinture autour de l'arbre et on se place à l'intérieur. À l'intérieur, on passe la ceinture sous les reins, puis on s'élève par saccades en prenant avec les pieds appui contre le tronc, mais cela ne se conçoit plus si l'arbre a un tronc de la dimension de nos énormes fromagers. Et pourquoi ne se servirait-on pas bonnement de la fronde, je ne sais pas. Un bon tireur à la fronde réussit des miracles. Peut-être est-ce à un miracle de cette espèce qu'il convient le plus naturellement d'attribuer l'incompréhensible présence des fils blancs au sommet des fromagers, mais je ne puis en décider. Ce que je sais bien, c'est que nos aînés qui nous ces fils doivent se montrer on ne peut plus attentifs à ne point égarer les perches, il ne faut donner l'éveil en aucune façon. Or il suffirait d'une perche abandonnée à pied d'œuvre pour peut-être mettre femme ou enfant sur la voie du secret. C'est pourquoi, sitôt les fils noués, on n'a d'autre hâte que de remiser perche et planchette. Les cachettes habituelles sont le chaume des toits ou des endroits retirés de la brousse. Et ainsi rien ne transpire de ces manifestations de la puissance de Condé Ndiara. Mais les hommes, mais tous ceux qui savent, eh bien ils ne disent pas une parole, ils tiennent leur science strictement secrète. Non seulement ils laissent femmes et enfants dans l'incertitude ou dans la crainte, mais encore ils y ajoutent en les avertissant de tenir rigoureusement closes les portes des cases. Je n'ignore pas qu'un tel comportement paraîtra étrange, mais il est parfaitement fondé. Si la cérémonie des lions a les caractères d'un jeu, si elle est pour une bonne part une mystification, elle est chose importante aussi, elle est une épreuve, un moyen d'aguerrir et un rite qui est le prélude à un rite de passage, et cette fois c'est tout dire. Il va de soi que si le secret était éventé, la cérémonie perdrait beaucoup de son prestige. Certes, les saignements qui succèdent au rugissement demeureraient ce qu'il est, mais rien ne subsisterait de l'épreuve de la peur, rien de cette occasion donnée à chacun de surmonter sa peur et de se surmonter, rien non plus de la nécessaire préparation au douloureux rite de passage qu'est la circoncision. Mais au vrai qu'en subsiste-t-il à l'heure où j'écris ? Le secret. Avons-nous encore des secrets ?